c'est bon. Parfait, elle est au top. Je t'engage. Alors, donc je vous disais, je suis hyper contente de reprendre vraiment pile cette semaine parce que c'est en fait la paracha la plus importante de toute la Torah. Parashat Kedoshim, on va parler de Kedosha. Kedusha, c'est quoi? C'est la sainteté. Et là, vous vous dites, mais quel rapport? Moi, je suis loin d'être une sainte. Alors, vous allez voir, vous allez vous retrouver dans plein de situations, d'exemples, d'illustrations qu'on a dans cette paracha. Et vous allez voir qu'en fait, la sainteté, eh ben, on peut vraiment la toucher du bout des doigts. Alors, cette paracha-là nous dit Rashi que, eh bien, elle a été prononcée devant tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir la majeure partie de tout le cœur de la Torah et de tout le cœur de ce qui régit les relations humaines. Que ce soit des relations d'ordre amical, d'ordre social, d'ordre commercial, d'ordre amoureuse, marital. D'accord? On va avoir tout dans cette paracha. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que eh bien, l'humanité tout entière s'est inspirée de cette paracha pour tirer des principes moraux que l'on connaît. Comme par exemple quoi? Comme par exemple la présomption d'innocence. C'est dans notre paracha. C'est le fait de juger quelqu'un positivement. Attends, t'as vu cette situation, mais peut-être qu'il s'est passé autre chose. Tu ne savais pas. C'est en fait la présomption d'innocence. On a quoi aussi? On a le fait de devoir porter assistance à personne en danger. C'est dans notre paracha. Ne pas être indifférent si on voit quelqu'un qui prend un mauvais chemin, qui est en danger. Si je vois une amie qui me semble prendre une mauvaise voie, alors j'ai l'obligation de lui dire que je pense que, eh bien, il faut, à mon sens, qu'elle se recadre. D'accord? On va avoir quoi aussi dans cette paracha? Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas escroquer. Vous savez, en jouant sur les mots. D'accord? Ne pas donner des mauvais conseils. Vous savez, parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément les informations que nous on a, et donc ils nous demandent conseil, et parfois ça nous arrange consciemment ou inconsciemment de les orienter vers une direction qui nous pourrait nous arranger. Ça, c'est interdit, c'est dans la paracha, ça s'appelle la manipulation en fait. D'accord? Ne pas parler en mal, ne pas faire de médisance sur quelqu'un, ne pas faire la tête sans donner d'explication, c'est dans la paracha. D'accord? Faire des reproches mais sans laver son linge sale en public. D'accord? Et ne pas se venger et ne pas garder rancœur. D'accord? Alors en fait, la paracha de Kedoshim, elle est très étonnante. Pourquoi? Parce que d'après son nom, on aurait l'impression qu'elle parle de sainteté. Et donc nous, on s'imaginerait qu'elle nous décrit la vie d'un rabbin. Tu vas mettre les tefilines, tu vas mettre les mezuzahs, tu vas prier 3 fois par jour, tu vas manger super kasher. Et pourtant, elle nous parle de nos relations au quotidien et elle nous parle en fait de nos relations de tous les jours. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle nous dit, avant de parler d'être saint avec un T, parlons déjà d'être saint, santé. D'accord? Ça veut dire d'être dans des relations qui sont saines et des relations qui sont harmonieuses. D'accord? Et en vérité, ça nous arrange bien cette paracha. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est ça ce qui nous prend la tête. En général, ce qui nous prend la tête, c'est pas oui, tu sais, j'ai pas réussi à bien me concentrer ce matin quand j'ai fait le schéma Israël. Peut-être vous, moi, c'est rare que je me prenne la tête pour ce genre de choses. Mais ce qui nous prend la tête, c'est je comprends pas pourquoi elle m'a pas invitée à son mariage. Cette rupture, je trouve ce garçon n'a pas du tout été correct. Et on est là comme ça et on revoit la scène, on se repose des questions, on se dit mais est-ce que ça c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est un comportement qui est acceptable ou non? Plein de fois, mais des filles qui viennent me voir, qui me disent regarde, il s'est passé ça avec ce garçon, est-ce que c'est un comportement qui est acceptable? J'arrive même plus à avoir le discernement pour le savoir. D'accord? Alors, c'est pas un hasard que cette paracha, on la lit toujours pendant la période du Homer. Alors, la période du Homer, on va en parler cette semaine, on va en parler la semaine prochaine. C'est quoi cette période du Homer? Eh bien, la période du Homer, elle a deux parties. La première, elle dure 32 jours, et c'est 32 jours dans lesquels on va réduire des réjouissances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes invité à aucun mariage, là, a priori, jusqu'aux encore 2 petites semaines. Combien? Le combien c'est la grand-mère? Ah, bravo. Voilà, donc ça c'est les 32 premiers jours.
qui sont marqués par quoi? Ils sont marqués par la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais regardez comment la Gemara nous dit les choses. Il y a marqué Shneim Asar Elef Talmidim Ayou les Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait non pas 24 000 élèves, mais 12 000 pères d'élèves. Bah, pourquoi tu ne me simplifies pas la vie? Dis-moi 24 000 plutôt que de me faire faire la multiplication. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ve kula metu beperek echad milifne shelo nahagu kavod zebazé. Et ils sont morts en 32 jours, tous intégralement, parce qu'ils ne se sont pas montrés du kavod. On va expliquer c'est quoi cette notion de kavod, les uns avec les autres. D'accord? Alors, c'est quoi déjà cette notion de père d'élève? Désolée. Pardon. Ça va? Trop. Alors, pourquoi on nous parle de père d'élève? D'accord? Vous savez qu'on est dans le Homer, les filles. Vous êtes invitées à un mariage prochainement jusqu'au 9 mai ou pas? À Vital, Sarah? Non. Mais pourquoi? On serait de mariage chez nous. Après le 9 mai. Non, avant. Il y en a plein, même j'avais eu, parce que moi je travaille dans le mariage. Et j'avais une mariée qui m'a dit. Le vendredi peut-être. Non. Elle se marie, il y en a une qui se marie 26, elle me disait, chaque fois, en plus elle est très religieuse. Et je lui dis, mais tu te maries pendant le Homer? Elle me disait, non, non, non. Je lui dis, ah, ça doit être d'accord, Homer. Elle me fait, non, elle commence à m'expliquer en héros. Je fais, ah, d'accord. Alors, déjà, pourquoi on nous parle de. Excusez-moi, ça doit être les avions qui se préparent pour le matin. Ouais, il passe tout le temps. Merci, toutes les 10 minutes, tu m'envoies un endroit. T'as pas dit pas trop la voix qui porte. Alors, donc pourquoi on nous parle de père d'élèves? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, bon, bah 24 000 élèves. Non, 12 000 pères d'élèves. Parce que, en fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est que la Torah, donc les élèves de Rabbi Akiva, ils représentent donc l'étude de la Torah. Or, l'étude de la Torah, ça veut dire l'acquisition de la sagesse, ça peut se faire qu'en binôme. Ça ne peut pas se faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'on est là comme ça sur un texte, moi je dis, oui, moi je comprends ça comme ça. Et l'autre, il me dit, ah mais non, moi je t'explique, je ne comprends pas du tout ça comme ça. Ah ouais? Comment tu comprends? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un jeu de ping-pong où, en fait, tour à tour, l'un et l'autre, on va construire, déconstruire. Construire, déconstruire. Moi, j'étais sûre de ça. Et l'autre, il vient, paf, et il me déconstruit quoi? Ma manière de voir les choses. Pourquoi? Pour pouvoir raffiner. Pour pouvoir raffiner ma façon de voir les choses. Parce qu'en fait, si je suis dans mes certitudes, et si je reste toute seule, et qu'il n'y a personne pour remettre en question, qu'il n'y a personne pour me montrer mes travers intellectuels, qu'il n'y a personne pour me montrer parfois mon honnêteté, mon manque d'honnêteté intellectuelle. Parce que vous savez que des fois, on n'a pas envie d'arriver à certaines conclusions. Donc on est là comme ça, on arrange un peu les choses pour que ça aille dans notre sens. Et là, paf, j'ai une personne en face de moi qui dit « Non mais là, tu te mens à toi-même là. Non mais là, c'est de la mauvaise foi !» Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui permet l'acquisition de la sagesse. Ça veut dire que déjà, on comprend une chose dans cette paracha, c'est que l'acquisition d'une intelligence de vie, une vraie intelligence de vie, je ne parle pas de diplôme, je parle de quelqu'un qui a un regard sur les choses qui est sain, justement. Eh bien, ça passe justement par le fait de comprendre le point de vue de l'autre. Le fait d'essayer de se mettre à sa place, le fait de sortir de nos certitudes. Et d'ailleurs, c'est la prolongation de quoi? De la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, en Égypte, c'est quand on est prisonnier. Parfois, on est prisonnier de certaines certitudes. Et là, tout d'un coup, l'autre, il vient avec un regard qui est totalement différent du mien, qui parfois est le même aussi, qui va me conforter dans ce que je pense déjà. Ça va me permettre, en fait, d'avoir un bon regard sur les choses. C'est ça que c'est hyper important d'étudier la Torah à deux. Ça ressemble pas du tout à la BNF, une yeshiva. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà été à la BNF, t'entends les mouches voler, zzz. Moi j'aime toujours angoisser les bibliothèques, moi j'aime le bruit, j'aime l'ambiance. Et bien une yeshiva, on ne s'entend pas. Des fois moi je donne cours d'un côté dans une synagogue ou un kollel, et donc je suis d'un côté, et là je suis là avec ma voix, et à droite on les entend hurler.
Une fois, mon mari il était avec sa chavruta, ils étaient en train de parler de la bracha sur un pain au chocolat. Je me souviendrai toute ma vie de cette discussion. Et là, il fait « Mais non, c'est comme ça, mais non, je dis c'est comme ça, mais non, je dis comme ça !» Et à un moment, la petite fille de son binôme, elle se met à pleurer. « Mais pourquoi tu cries sur mon papa à cause d'un pain au chocolat ?» D'accord? Ça, c'est vraiment la Torah. C'est vraiment ça. C'est en fait cet échange, cet enrichissement. Et c'est pas pour rien qu'on a 32 jours pour travailler ça. Parce que regardez, 32, eh bien, c'est la guématria de quoi? C'est la valeur numérique du mot lève, du mot cœur. Parce qu'en fait, cette paracha va nous donner, vous allez voir, des outils, qui vont être des outils de communication. Mais avant tout, elle te dit, non, mais je t'explique, il ne faut pas que tu te contentes d'un travail de surface. Il s'agit d'un travail intérieur, authentique, de regard positif que tu vas porter sur les autres. D'accord? Donc elle va nous donner en fait 2 outils de développement personnel et de développement, on va dire, relationnel à travers la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. Cette fameuse loi qu'on a, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez voir que ce soir je vais le traduire légèrement différemment. Eh bien, à travers ce Ve'afta l'ereacha kamocha, eh bien, on va apprendre, vous allez voir, on va décortiquer encore une nouvelle façon d'approfondir nos relations. Déjà, c'est quoi que tu aimeras ton prochain comme toi-même? La première chose, c'est que toi, a priori, tu te considères spécial. Oui. Tu considères qu'il y a toi et il y a le reste du monde. Eh bien, fais la même chose avec les autres. Il y a elle et il y a le reste du monde. Il y a lui et il y a le reste du monde. Ça veut dire, essaye de voir en quoi la personne maintenant à qui tu t'adresses, elle a quelque chose de spécial. Encore une fois, c'est cultiver cette différence. Alors, comment on va chercher l'unicité, la spécificité chez chacun? Eh bien, déjà, la première chose, c'est pose-toi la question de qu'est-ce qui lui manque à cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'a pas que toi tu as? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux combler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux lui apporter? Et attention à toi de ne pas transformer ça en rapport de supériorité. Genre, j'ai plus, donc je suis au-dessus de toi. Tu vas t'inscrire dans une relation de complémentarité où tu vas dire, tiens, il lui manque peut-être un conseil par rapport à la manière de s'habiller, ou bien j'aimerais bien l'aider dans tel domaine, je sais que financièrement en ce moment elle galère, je sais que elle a besoin d'un contact, d'un déménageur, de ceci, de ça, et je cherche comme ça, je fouille, et je me dis, qu'est-ce qu'elle n'a pas que moi j'ai? Par exemple, je vois qu'elle n'est pas super organisée, je peux lui donner un petit conseil d'organisation. Je vois qu'elle oublie souvent des trucs. Je me retrouve moi plutôt dans celle qui oublie des trucs, qui va organiser. Tiens, comment je peux lui apporter? Comment je peux être en fait une bonne amie? Vous avez compris? C'est hyper intéressant parce que justement cette semaine, en préparant le cours, j'ai assisté à une conversation entre 2 filles. Et donc la première, je vous explique le contexte, elle a, avec son mari, en fait, elle a accueilli chez elle, elle a logé un garçon qui est arrivé de France, qui a découvert ses origines juives, enfin sa judaïcité très tard, qui a fait sa brit mila à un âge, 30 ans plus, et qui est arrivé en Israël et qui n'avait pas de repères, pas de famille, pas de travail et pas un sou en poche. Ce qui venait vraiment d'une famille où il n'y avait pas du tout les parents derrière, et il venait vraiment d'une province inconnue au bataillon. Presque, il dit, moi je suis Mougli. Et donc ils l'ont accueilli vraiment les bras ouverts, et puis ils l'ont aidé un peu à prendre son chemin en Israël. Et puis là il y a une fille qui lui parle à cette autre fille, qui lui dit, dis-moi, ce garçon il vient d'où? Alors l'autre, elle lui raconte son histoire, sans lui dire qu'elle avait hébergé chez elle, pas du tout. Et l'autre, elle répond, elle dit, je voyais qu'il n'était pas vraiment comme nous, avec un regard méprisant.
Et l'autre, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle dit, ouais, il n'est pas comme nous. Pour moi, il est comme Abraham Avinu. Pour moi, il est comme Abraham. Il est venu en Israël. Il a fait sa conversion, il a fait sa brit milah à l'âge adulte. Pour moi, il est comme Abraham Avinu. Ça veut dire, tu vois deux regards qui sont complètement différents sur la même situation. Une où on voit une faiblesse et du coup, ça réveille un mépris. Et une qui voit une faiblesse et donc qui voit du courage et ça réveille chez elle l'admiration. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, se poser la question de, tiens, qu'est-ce qu'elle n'a pas que moi je peux lui apporter? Et j'ai lu dans ce livre que je vous ai amené aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, que, eh bien, aider une personne, aider un juif, c'est comme réparer un Sefer Torah. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, que selon la Massoret, il y a 600 000 âmes au sein du peuple juif. Et si on voit un Sefer Torah et qu'il y a une lettre qui est abîmée, à laquelle il manque quelque chose, alors qu'est-ce qu'il va faire le sofer? Il va mettre ses beaux habits, il va aller au mikvé, il va se concentrer, et hop, il va réparer la lettre. Et ça va venir réparer tout le Sefer Torah. Et bien c'est exactement la même chose. Quand on aide une personne à qui il y a une lacune, à qui il y a un manque, et bien c'est comme si en fait on réparait le Sefer Torah. D'accord? Alors nous, c'est des idées qui parfois, auxquelles on n'est pas forcément habitué parce qu'on a grandi avec l'idée de, voilà, liberté, égalité, fraternité. Alors c'est quoi cette notion de liberté? Alors liberté, nous on connaît, on appelle ça. Fraternité, on connaît aussi. Mais égalité, c'est plutôt en mode, oui, j'ai droit à ça et donc elle a droit à ça. On se bat à propos de nos droits. Mais vous remarquerez que la Torah, elle ne parle pas de droits. À aucun moment. Elle parle que de devoirs. Elle ne parle pas d'égalité. Mais elle parle de responsabilité. D'accord? Donc, à la fois, il faut essayer de repérer donc qu'est-ce que l'autre n'a pas que moi j'ai. Et à la fois, en parallèle, il faut essayer de trouver quelque chose qu'il a que moi je n'ai pas. Essayer de trouver quelque chose d'admirable chez la personne vers laquelle à laquelle je m'adresse. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est dans un travail assez ennuyeux, comme un fonctionnaire. Pareil, on peut le voir avec mépris, en disant oh, bah, lui il a vraiment pas un job intéressant, moi je fais des trucs super intellectuels. Ou alors se dire bah, franchement, je l'admire parce que franchement il faut de la patience pour bosser dans ce genre de travail. Encore une fois, quel regard on va choisir d'adopter sur les choses. Alors c'est pour ça, et c'est pas intuitif, c'est pas facile. C'est pour ça que il y a un sage qui s'appelle le Noam Elimelech, le Rav Elimelech Milizan, qui a composé une très très belle prière qui s'appelle Aderaba. Aderaba, c'est quoi? Il dit, s'il te plaît Hachem, fais en sorte, Aderaba, ten belibenu, sheniri kol echad ma'alot chavrenu velo chasrenu. S'il te plaît Hachem, fais en sorte que l'on voit les qualités de notre entourage et qu'on ne fasse pas de zoom sur leurs défauts. Il faut une prière pour ça, parce que c'est pas du tout intuitif. D'accord? Nous, on est rassurés quand on voit le défaut des autres parce que tout d'un coup, hop, on a l'impression que ça nous relève. Ah, bah, moi, je suis mieux qu'elle. Eh ben non, justement. Et en fait, c'est toute l'idée de cette fameuse notion de kavod. On a dit que... Vous êtes avec moi ou pas? On a dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont manqué de kavod. C'est quoi cette notion de kavod? Alors on traduit ça en français par respect. Le kavod, vous remarquerez que ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire lourd. À quoi je donne du poids? Qu'est-ce que je choisis de privilégier? Et en fait, de façon paradoxale, eh bien, quand on fait les louanges d'une personne, eh bien, nous, on se hisse, on s'élève avec. Et d'ailleurs, vous remarquez que les gens qui ont des regards positifs, qui ont un langage positif, sont des gens qui acquièrent en fait un certain kavod, une certaine noblesse. Une fois, j'ai entendu une femme qui parlait en bien de sa belle-fille. C'est rarissime, malheureusement. Je sais pas, une espèce de compète belle-mère, belle-fille en général. Et elle disait,
ma belle-fille, qu'est-ce qu'elle est courageuse, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est truc, qu'est-ce qu'elle s'occupe bien de ses enfants, qu'est-ce qu'elle s'occupe bien de son mari, elle est courageuse, en plus elle bosse, elle cuisine, elle machin. Et je l'ai regardé, ça existe quelqu'un qui parle bien comme ça autant de sa belle-fille. Et ben tout d'un coup, cette personne-là, et ben elle m'a paru grande. Quand j'agrandis les qualités de l'autre, ben en fait, moi je m'agrandis avec. D'accord? Alors, ça va? Et en fait, c'était ça le problème des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voyaient pas dans la différence, ils ne voyaient pas quelque chose de positif. Ils se disaient, écoute, oui, voilà, moi je suis très très ordonnée, et elle, beaucoup moins, c'est un peu freestyle. J'espère qu'un jour elle va devenir comme moi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, oui, on est différents, mais bon, j'espère qu'à un moment, elle va se rallier à ma cause. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, le manque qu'ils ont eu. Plutôt que de voir justement dans la différence, ok, d'accord, moi je suis organisée, et elle a l'air plutôt freestyle, mais est-ce que je peux pas apprendre aussi de sa cool attitude? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tous les comportements sont en fait le revers. Il y a deux revers de la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple, quelqu'un qui est curieux. D'accord? Alors on peut dire, non, mais quand même, elle se mêle de je sais pas quoi. Oui, mais tu vois quand même qu'elle pose des questions, qu'elle s'intéresse. C'est une personne, c'est une bonne compagnie. Puis elle s'intéresse à toi, elle te pose des questions. Vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours analyser le même comportement, mais avec un regard qui est totalement opposé. Et c'est vraiment à nous de prendre ce pas-là, justement, de voir, comme il dit Noam Elimelech, de voir la grandeur d'un comportement. D'accord? C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de défaut. Bien sûr, qui n'a pas de défaut? À part moi. Mais juste ne fais pas un zoom dessus. C'est tellement dommage de réduire cette personne à ce défaut. Vous êtes d'accord? Maintenant, et d'ailleurs ça m'a rappelé, ça c'est un deuxième livre que j'ai ressorti hier soir, qui est un bonheur, et qui a été traduit en français d'ailleurs, sur le Rav Grossman, le Rav David Grossman. Un homme exceptionnel. Alors juste comme ça pour la faire courte, donc c'est quelqu'un qui a grandi à Mea Shearim, d'accord, dans un quartier super ultra orthodoxe de Jérusalem. Je sais pas combien de génération Yerushalmi, peut-être 6e. Voilà, il n'est pas sorti, on va dire, de Mea Shearim. Genre les sorties c'était au Kotel, d'accord. Et Rav Grossman, alors qu'il venait de se marier, s'est dit, mais il a eu un miracle comme ça, il a été sauvé d'un missile, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est comme si Hachem m'avait redonné une deuxième vie. Ils sont où les Juifs? Ils sont où les Juifs? Et donc il a été voir son rébé, le rébé de l'Elov, et le rébé de l'Elov, il lui a dit, peut-être va à Migdal HaEmek, peut-être il y a quelque chose à faire là-bas. Non, imaginez-vous, il n'est jamais sorti de Yerushalayim, de son quartier. Migdal HaEmek, à l'époque, c'était une ville où il y avait le plus haut taux de criminalité et de prostitution. D'accord? Il y avait la mafia. C'était le pire endroit en Israël. Et il l'a envoyé là-bas. Il a été... Donc, il arrive, il prend 4 bus, bon, il raconte toute l'histoire. Il arrive à Migdal HaEmek. Et là, il dit, il pose la question aux gens, il dit, où est la yeshiva? Et là, les gens, ils explosent. Ah, quelle yeshiva? Alors, où est le Talmud Torah? Quel Talmud Torah? Alors, il dit, alors, où sont les jeunes? Alors, on lui dit, les jeunes, ils sont au disco. Même pas disco. Ils sont alors en boîte de nuit, quoi. Il fait, ah, d'accord. Alors, il va voir quelqu'un qui fait, et faut un yeshiva disco. Elle est où la yeshiva disco? Et donc, on l'amène là-bas, et il ouvre la porte, et il voit ça, il dit, waouh, c'est pas possible. Et en fait, il commence à s'asseoir avec eux. Maintenant, imaginez-vous, c'était il y a 50 ans. C'est pas comme maintenant que c'est la mode de faire du kiro. Il arrive et il se met dans la boîte de nuit et il commence à parler avec les jeunes. Il leur parle de Yemina, il leur parle de Torah.
finale, ça finit qu'ils éteignent le DJ et qu'ils commencent à faire des orotes, d'accord, de Simon Todd ou Mazel Tov dans toute la boîte de nuit. Et à la fin, il rentre chez lui à Yerushalayim après 2-3 jours de périple et il dit à sa femme, c'est là-bas qu'on va s'installer. Voilà. Et en fait, toute l'histoire, c'est l'histoire de sa vie et c'est incroyable de voir comment donc lui, il a transformé le destin d'une ville, d'une population entière, parce qu'aujourd'hui, c'est une des villes les plus incroyables, avec les gens les plus tzadikim d'Israël. Et puis, il a monté, pas un orphelinat, mais une ville, une petite ville, un quartier qui est tout son orphelinat, enfin, c'est tous les jeunes qu'il a pris en charge. Voilà, peut-être des dizaines de milliers jusqu'à maintenant. Bref. Et donc, en fait, moi, ce qui me touche dans ce livre, c'est de voir la transformation que lui, il a fait sur les autres, mais en fait, la transformation que les autres ont fait sur lui. Quand on regarde, on relit le livre en filigrane, on voit aussi une personne qui évolue au contact d'un autre qui est complètement différent de lui. D'accord ? Alors, c'est ça que j'aimerais vous raconter, c'est que, évidemment que s'il y a des différences, et si on a dit que chacun va cultiver en fait sa spécificité, son unicité, va pas chercher à gommer les différences, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir des comportements qui ne sont pas les mêmes, des habitudes qui ne sont pas les mêmes, et donc forcément c'est la porte ouverte aux déceptions, aux vexations, aux conflits, aux tensions. Alors comment on gère ? Déjà la première chose qui va nous rassurer, que nous dit la Chassidoute, c'est que, en fait, quand il y a des disputes entre deux personnes, c'est très bon signe. Pourquoi c'est très bon signe ? Parce que ça veut dire qu'il y a des attentes. Ça veut dire que l'autre, il compte pour moi. Ça veut dire que ce qu'il a dit, si ça m'a vexé, ça veut dire que ce qu'il dit m'importe. Le fait qu'elle arrive en retard à notre déj, et que du coup je l'ai attendue, c'est parce que cette fille-là, je l'attendais. Parce que j'avais envie de passer un moment avec ma copine. Si je m'en fiche de l'heure à laquelle elle arrive, si je m'en fiche de la façon dont il me parle, ça veut dire qu'en fait, je m'en fiche de l'autre. Et là, en fait, on tombe dans quoi ? Dans ce qu'on appelle l'indifférence. Ça peut être des couples qui sont comme ça, ils sont en mode coloc. Alors du coup, c'est génial, ils ne se disputent jamais. Ouais, mais c'est normal, ils ont tué la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand il y a des petites disputes, c'est très bon signe. La Chassidoute, elle compare la dispute à du feu. Elle dit heureusement qu'il y a du feu dans une maison. C'est ce qui permet de chauffer la maison. C'est ce qui permet de cuisiner. On a besoin de feu. Mais attention à ce que le feu ne vienne pas embraser la maison. Il faut pouvoir le contenir et le gérer. Ça c'est pas éteint. Est-ce que je dois rajouter une fois ou deux ? Okay. 2 fois du coup. 2 fois ? Non, c'est bon, c'est bon. À l'arrêt, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est mais bon. en fait, c'était bon. Oui, mais c'est pas grave. Tu auras un petit morceau. Tu as dit quoi ? Oui, je refais. Alors, je remime. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est une grosse... Vous n'avez pas remarqué dans le bus, l'autre, il n'a pas sa rafcave, il y a tout le monde qui s'en mêle. Ouais, mais le truc, machin... Des fois, t'es fatigué. Des fois, t'as dit... Vous voulez pas chacun vous mêler de votre vie ? Non, vraiment. Non. Non, en fait, on recherche... Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai fait mon alias, dans le fond, c'est ça que je venais rechercher. C'est justement le fait... on se préoccupe de moi. Non, parce que des fois, en France, je ne vais pas tomber dans la caricature, mais... Bref. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est la notion qu'on se préoccupe l'un pour l'autre. Alors, des fois, c'est vrai que c'est lourd. Des fois, tu as envie de dire... écoute, chacun sa vie, d'accord ? Ouais, mais lui, il a de la peine pour le petit qui manque la chaussette. Tu comprends ? Donc voilà. Maintenant, le confort, c'est d'être dans le chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. C'est pour ça que le Balatania, ça va être une nouvelle explication sur le fameux Ve'afta l'Erecha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il explique ça comme ça. Il dit, tout comme toi, tu as des exigences vis-à-vis de toi, tu veux aller dans la bonne direction, tu veux réussir ta vie, alors tu dois avoir la même responsabilité vis-à-vis de l'autre.
si tu vois qu'il prend une mauvaise direction, si tu vois qu'il y a des mauvaises fréquentations, si tu vois qu'il ne se prend pas en main, si tu vois qu'elle se laisse aller, allez, essaye de la bouger un petit peu. Ce que tu peux faire. Tu vas pas non plus lui donner des leçons de morale, mais essaye de aller lui dire, viens, on va se faire ça, viens on faire ça, viens on se fait un programme, viens ceci, viens cela. Essaye de voir comment toi tu peux l'aider. C'est vraiment en fait, il dit le Balatania, c'est se soucier de l'autre. D'accord? Le Balatania, vous savez, c'est le fondateur de tout le mouvement Lubavitch. Lubavitch, c'est pareil. T'as un problème, t'as pas de matzah, l'autre le chaliard qui est à 200 km, il va faire l'aller-retour pour t'apporter ta matzah. Ça, c'est pas Be'ahavta Li'achecha Kamocha, se soucier de ce qui manque à l'autre. Alors, je sais pas ce que c'est. D'accord? Donc, du coup, on est forcément touché par ça. D'accord? Il nous dit alors, c'est qui dit ça? C'est comme ça. C'est qu'en fait, du coup, ce Ve'ahavta Li'achecha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En vérité, il y a des sages qui nous disent, c'est pas une loi, mais c'est en fait un postulat. Ça veut dire en fait que tout comme toi tu t'aimes, tu vas être capable d'aimer les autres. Le préambule à toute forme d'amour, c'est l'acceptation de soi. Parce que si on est intransigeante avec nous-mêmes, en disant à chaque fois qu'on oublie quelque chose, ah je suis vraiment une idiote, à chaque fois qu'on a raté quelque chose, bah, tu vois, je savais que j'allais jamais y arriver, de toute façon j'arrive jamais. Comment veux-tu faire preuve de bienveillance avec les autres? C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit qu'en fait pour pouvoir aimer l'autre de manière inconditionnelle, alors il va falloir développer un amour de soi qui est inconditionnel. Ça veut dire quoi, un amour de soi inconditionnel? Ça ne veut pas dire fermer les yeux sur les erreurs que j'ai faites. Non, les erreurs que j'ai faites, il faut que j'en tire les leçons. Mais de dire, bon, je me suis plantée, c'est pas grave. Ça arrive à des gens bien, non? Et je suis plus intelligente maintenant qu'avant, parce que j'ai appris des leçons. C'est ça en fait. C'est de ne pas être dans des auto-reproches et de l'autocritique en permanence. Non, c'est-à-dire, moi, quoi qu'il en soit, j'ai une estime de moi, peu importe si je réussis ou je ne réussis pas. Et cette estime de soi qui doit être comme si vous voulez, le pilier sur lequel moi, tout mon développement personnel va se construire, eh bien, en fait, ça va être proportionnel, il va être aussi le pilier par rapport auquel je vais construire ma relation avec les autres. C'est proportionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ve'ahavta li'achecha kamocha. Tu peux aimer l'autre si qu'à la base, tu t'aimes toi-même. C'est pour ça que Rabbi Akiva, qui a dit que c'est le pilier de toute la Torah, Ve'ahavta li'achecha kamocha, c'est aussi celui qui te dit Chayecha kodem lichayecha chavecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta vie, elle prévaut sur celle des autres. Tu dis, mais c'est pas logique. Je comprends pas. Nos sages, ils nous disent par exemple, il est la Zaken, il disait quoi? Il disait Imanikan akolkan. Si moi je suis là, tout est là. J'ai dit, mais oui. Parce que si toi tu es bien dans tes baskets, si toi tu es bien avec toi-même, alors ça y est, tu vas pouvoir commencer à bosser. C'est la base de tout. D'accord? Si on arrive à s'aimer soi-même, à être bien avec soi-même, on va pouvoir réussir à être bien avec les autres. Sinon, vous savez ce que ça donne. D'ailleurs, vous savez que les gens qui ont des problèmes relationnels, vous savez que c'est des gens dont la blacklist s'allonge au fur et à mesure des années. Elle est fâchée avec truc, elle est fâchée encore avec truc, elle en veut un machin, et ça s'allonge. D'accord? En général, c'est des gens qui ont des problèmes existentiels. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où on arrive à aller dans le sens de l'autre, on arrive à cultiver la différence, et bien finalement, on va un peu sortir de notre train-train pour aller faire des choses inattendues, des choses folles qu'on fait pour l'autre qu'on n'aurait jamais fait si c'était pas pour lui faire plaisir. Et ça aussi, c'est toute la notion dans le couple de faire des concessions. Alors moi, je ne serais jamais partie en vacances en Laponie pour notre voyage de noces. Mais tu sais quoi?
Allez, yalla, si ça te fait plaisir. Et c'est pas les meilleurs souvenirs, ça? Ouais. À condition... Non. J'ai l'air d'avoir... La condition, c'est de le faire de bon cœur. Parce que si j'y vais en mode rama, genre... ouais, je le fais parce que l'autre, il voulait, mais franchement, ça me saoule. Tu vas jamais kiffer tes vacances. Oui, justement, l'idée, c'est de sortir un peu de soi. C'est pour ça que je dis, c'est la prolongation de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, et ben voilà, j'ai relisé l'histoire de comment ils sont arrivés, Rav Grossman avec sa femme Migdal HaEmek. Donc après, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, il a dit, on s'installe à Migdal HaEmek. C'est quoi Migdal HaEmek? Tu verras. D'accord, pas de problème. Elle fait les valises, ils prennent le taxi. Et là, le taxi, il voit, lui, chassid avec la barbe, le streimel, elle à côté. Vous êtes sûr que vous voulez aller à Migdal HaEmek? Oui, d'accord, ok. Et à un moment, il s'arrête pour mettre de l'essence. Et là, il prend la rabbinite en aparté, il lui dit, mais vous savez, vous allez. Alors elle lui dit, bah, Migdal HaEmek. Il lui dit, non, vous allez au Gehinam, vous allez en enfer. Elle a dit, allez, c'est pas grave, moi je suis le mouvement. D'accord? Et c'est ça. J'espère que dans les prochains cours, j'aurai l'occasion de parler du couple de Rabbi Akiva et de Rachel. Je vous amènerai encore un autre livre, aussi la semaine prochaine. Mais c'est un couple complètement fou, en fait, ce qu'ils ont été prêts à faire l'un pour l'autre. Et c'est que ce couple, en fait, qui va être capable justement de recréer toute la Torah orale. Et c'est ça. C'est vraiment être capable de sortir pour aller vers le chemin de l'autre. D'accord? Alors, maintenant, la paracha va se poursuivre et va se conclure avec 2 ennemis des relations humaines qu'elle va nous dire. La première chose, c'est quoi? C'est les a priori négatifs. Et la deuxième chose, c'est les non-dits. Elle décortique. Alors elle nous dit, Betzedek tishpot en tamitecha. Tu jugeras de manière favorable. C'est la fameuse présomption d'innocence. C'est accorder le bénéfice du doute. Maintenant, pareil, face à une situation, on a toujours plusieurs manières d'interpréter les choses. Par exemple, il est en retard. Il m'avait dit qu'il rentrait à 8h, il est 9h, et en plus de ça, son téléphone, il est éteint. De 2 choses l'une. Soit je dis, j'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Rien arrivé. Ou soit, c'est encore la même chose, et il ne me respecte pas, et tout ça. Maintenant, je vous pose une question. Avec qui on tire le plus de conclusions hâtives? Avec les gens qui nous sont les plus proches. Parce qu'on les connaît par cœur. D'accord? Je vous ai déjà raconté, je ne sais pas si vous, j'ai dû vous raconter. L'histoire de... Donc, je vous la raconte en 2 minutes. Donc, mon mari, qui un jour, un vendredi, va chercher les enfants. Il rentre. Enfin, à midi, il me les renvoie. Donc, il monte dans l'escalier. J'entends les pas comme ça. Et lui, il n'est pas là. Il a disparu dans la nature. Bon, ça lui arrive souvent. Mais là, c'est vendredi, Shabbat n'était pas du tout prêt. J'étais là, le tchakchouka, le machin, le bidule, c'était la guerre mondiale. Et on ne sait pas où il est. Et Shabbat rentre à 4h. Et à 13h, 13h30, 14h, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je vais faire un meurtre. Mais au moment où il arrive, donc tout d'un coup, je me suis dit, mais si j'appliquais un petit peu ce que je disais, ce serait intéressant, non? Et donc j'ouvre la porte et là je dis, ça va? J'espère qu'il t'est rien arrivé. Et là il me dit, oh là là, tu sais pas quoi, il y a ton cousin qui m'a appelé au moment où j'étais en bas de la maison. Il était en galère parce que les déménageurs l'ont planté. Et donc j'ai filé à la rescousse, j'ai aidé ton cousin, on a transporté le lit, le truc. Ah d'accord, ok, tu veux un café? Et là tu te dis, mais combien de disputes je viens maintenant d'éviter? Parce que alors j'aurais accueilli en disant, ouais parce que il fait toujours la même chose avec toi, blablabla. Lui il m'aurait dit, non mais tu rigoles ou quoi? J'ai été aider ton cousin. Mais moi je me serais pas laissé démonter. J'aurais joué la mauvaise foi direct. Oui mais alors c'est pas cette fois-ci, c'est toutes les autres fois où t'étais en retard. D'accord? Non, ça peut-être pas vous, mais je vous parle de moi. De toute façon, c'est de la psychanalyse. Voilà.
D'ailleurs, pendant 3 mois que je n'ai pas des cours, je devenais dingo. D'accord? À part ça, il faut aussi relativiser que chacun vient d'une culture différente. Dans une famille, comme ça, on a un rapport à l'argent qui est comme ça, et dans l'autre famille, c'est un rapport à l'argent qui est différent. Et donc, on va te dire, non, mais c'est des radins. Et d'autres qui disent, ah, mais non, eux, ils trouvent ça ridicule de mettre autant d'argent dans une fête. Qui a raison, qui a tort? Ça dépend des habitudes. Peut-être que pour eux, c'est une vitrine sociale, et donc ils n'ont pas le choix que d'investir dans la fête. Et même eux aussi, ils auraient bien aimé mettre de l'argent ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Le rapport à tout. Je vous ai dit, par exemple, le rapport au fait de poser des questions. Je vous donne aussi un autre exemple. Mes beaux-parents, donc, c'est donc, médecins, thérapeutes, donc tu arrives. La première fois que j'étais chez eux, c'est presque, ils me disaient, alors allonge-toi sur le canapé, et ils m'ont posé 1000 questions. Et moi, je suis sortie, je dis, ils sont très intrusifs. Et moi, mes parents, c'est tout le contraire. C'est genre, on ne pose pas de questions, on attend que l'autre, il se livre à nous parce que là, on n'ose pas. Pour eux, justement, c'est intrusif. Et donc, la première fois que mon mari est venu, elle est ressortie, elle dit, mais ils ne se sont pas du tout intéressés à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi, ça te semble normal. Mais tu dis, non, c'est la base. C'est la base pour qui, en fait? Tout est relatif. D'accord? Il y en a qui vont te dire que voilà, la famille qui débarque à la maison, c'est honteux. Et d'autres qui vont te dire, mais ils vont à l'hôtel, ils viennent pas chez moi, c'est honteux. Qui a raison, qui a tort. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne lis pas comme ça. Il dit l'ereacha, regarde, ça fait quoi? C'est ra, le mauvais, le mal. Juge le mauvais qui est en l'autre, kamocha. Tout comme toi, tu te dis, bon, ça va, c'est pas si grave si j'ai fait comme ça. Allez, c'est bon. Eh bien, fais pareil avec les autres. Passe outre. Allez, ça va, passe outre. Allez, c'est pas si grave. Ne te formalise pas pour ça. Après, il y a des choses qui font vraiment de la peine. Et bon, on va en parler, d'accord? Mais je pense qu'il y a pas mal de cas où de ne pas se formaliser, finalement, on est très très gagnant. D'accord? Ne serait-ce qu'en termes de sérénité intérieure. Ensuite, la Torah elle te dit quoi dans cette paracha? Elle te dit ne haïs pas ton prochain dans ton cœur. C'est quoi cette notion de haïr son prochain dans son cœur? C'est très très moderne. C'est de faire la tête à l'autre dans son cœur sans verbaliser. Faire la tête sans donner d'explication. Donc toi, ça fait 6 mois que tu lui fais la tête et elle ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, elle n'avait pas remarqué que tu lui faisais la tête. Mais toi, tu es là et tu rumines. Il faut extérioriser. Extérioriser. C'est pour ça que la Torah elle continue et elle dit au chiyar tochiyar, elle te dit tu vas faire des reproches. Alors, j'aime pas le mot reproche, je préfère le mot remontrance. D'accord? Remontrance qui remonte. D'accord? Pas qui la descend. Ça veut dire, ne va pas lui écrire un message de 300 lignes pour lui dire à quel point elle est horrible. Et que ce qu'elle a fait, ça t'a gâché ta vie. T'es sûre? Franchement. Donc c'est pour ça qu'elle te dit, au chiyar, velotissa à la frette, tu dois lui faire un reproche. Mais attention, dans la délicatesse, dans la sensibilité, et sans, vous savez, comme on dit, se lâcher quoi. Réfléchis, pense, pèse tes mots avant de parler. Mais verbalise. Ne reste pas sans faire la tête, parce que sinon c'est une catastrophe. Sinon quoi? C'est exactement ça, en fait c'est un programme. Si tu dis rien, que tu te retiens, et qu'en fait, à ce moment-là tu la vois, et finalement t'exploses, mais tu vas parler sans réfléchir, et c'est là que tu vas blesser. Tandis que si tu as anticipé en disant « je dois lui parler », elle m'a fait de la peine, je dois lui dire. Alors, à ce moment-là, tu vas parler sans agitation émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est beaucoup plus audible. Ensuite, elle continue. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce par rapport à ça, c'est parler en mode « je ». J'ai eu de la peine, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie vexée. Pas t'as pas été à la hauteur. Oui, quand on parle je, on parle sentiment, on parle ressenti. Alors, ça passe. D'accord? Et on est dans l'authenticité.
On n'est pas dans la surinterprétation. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas faire de médisance, parce que c'est pareil. Si t'as rien dit, tu lui fais la tête, et qu'en plus t'as pas explosé devant elle, avec qui tu vas exploser? Avec les copines. Et là, tu es en train de lui faire une sale réputation. Elle mérite ça. Elle mérite ça pour avoir refusé de te prêter un séchoir. D'accord? En général, c'est des trucs plus graves que ça. Mais entre colocs, parfois. Et des fois, il y a des trucs qui ça commence à t'énerver. Elle prête rien, et machin, et elle range rien, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, en mode réfléchi, en mode posé. D'accord? Je vous ai déjà donné l'astuce du feu vert, ouais? Du feu tricolore? Non? Quand je veux faire un reproche à quelqu'un, quand je sens que je veux exploser, feu rouge, je m'arrête. Je suis capable, j'ai la maîtrise de moi. Je suis pas un animal sur pattes. Feu orange, je fais un truc qui me détend. On va faire de la sophrologie, 10 minutes de yoga, mets-toi ta série préférée. Et feu vert, je parle. Ça passe très bien comme ça en général. D'accord? Ne pas lui faire honte, parce que là c'est pareil. Si tu t'es retenu et que tu exploses, alors là devant tout le monde, ce qu'on appelle laver son linge sale en public, c'est moche. C'est moche pour elle et c'est un manque de classe pour toi. Non, non. S'il te plaît, fais preuve de tenue et de retenue. D'accord? Et ne pas se venger. C'est quoi ne pas se venger? Ben, c'est un truc que moi je vois tout le temps avec mes enfants. J'arrive, je me suis reposée, j'étais dans la douche, par exemple, je reviens 10 minutes après, et l'autre il lui a arraché les cheveux, et l'autre il lui a cassé sa poupée, et l'autre il a déchiré son dessin. Attendez, comment tout a commencé? Bah, ça a commencé qu'elle m'a marché sur le pied. Et après, du coup, je lui ai rendu. Et donc, du coup, attends, 2 secondes. Et on peut arrêter l'engrenage là? En général, non, ils veulent pas. Et là, je sors toujours l'oticum et l'otitor. On n'a pas le droit de se venger. Là, c'est mon. Vous savez, c'est comme on s'appelle l'arbitre qui sort son carton rouge. L'oticum et l'otitor, t'as pas le droit de te venger. Parce qu'en fait, c'est ça. Sinon, c'est l'engrenage. Je lui fais un pic parce que tu vois, elle m'a fait ça. Et donc, du coup, devant l'autre, elle me fait le pic. Et donc, du coup, c'est ça. Ok, enfin, peut-être pas vous, hein, je vous dis, moi, je me parle à moi. D'accord? Après 3 mois sans cours, je me fais des cours à moi-même. Et là, une fois qu'on a terminé ce parcours du combattant, on a fait justement preuve de retenue, de sensibilité vis-à-vis de l'autre, etc. Alors là, on arrive au Ve'afta l'ira'aka kamocha. Si vous voulez, c'est pas genre juste aime ton prochain comme toi-même. C'est vraiment l'aboutissement d'une démarche, d'une sensibilité, d'un regard bienveillant, de tout ça en fait. Et il nous dit le Baal Shem Tov, il nous dit en fait que ce Ve'afta l'ira'aka kamocha, il est à mettre en lien avec Ve'afta et Hashem Elokecha. En fait, il nous dit quoi? Il nous dit que tout comme toi tu vas agir avec les autres, Hachem va agir avec toi. T'es généreuse, t'inquiète, il va être généreux avec toi. T'es bienveillante, il va être bienveillant avec toi. Tu passes outre, t'inquiète, il va passer outre sur le fait que tu as été en boîte de nuit hier soir. Tu juges positivement, il va te juger positivement. Non, c'est pas une raison pour aller en boîte de nuit. D'accord? Ou sinon aller à la yeshiva disco. D'accord? Et justement, donc je vais terminer sur une petite histoire que j'ai lue dans ce livre. Alors ce livre, il est basé justement sur toute la prière du Rav Elimelech de Lizansk et il raconte plein d'histoires vraies de gens justement qui ont fait preuve de sensibilité, de générosité, de bienveillance les uns envers les autres. Et il raconte l'histoire de 2 voisins. Et donc il y a le premier qui se retrouvait dans une situation où il n'arrivait pas à marier ses enfants. En fait, vous savez, dans le milieu religieux, c'est des parents qui se préoccupent des mariages des enfants. Et tout était bloqué parce que en fait, son frère avait été mêlé à une histoire d'escroquerie sur la voie publique. Et donc dès qu'on entendait le nom de famille, on disait non, je ne veux pas entendre parler de cette famille. Et lui, misken, le pauvre, il n'avait rien fait, mais c'était bloqué. Et son voisin, il marie le premier, il marie le deuxième, il marie le troisième, des tantes. Et un jour, son voisin, il vient le voir, il lui dit
excuse-moi, est-ce que ça t'embête si je fais des travaux pour pouvoir prolonger mon appartement au-dessus du tien? Parce que tu comprends, avec ma famille qui s'agrandit, et mes gendres, et mes petits-enfants. L'autre, il est là, ça monte. Il dit, laisse-moi réfléchir. Et il ferme la porte. Il dit, je vais refuser. Mais sa femme, elle lui dit, chérie, ne sois pas jaloux. Qu'est-ce que ça nous enlève à nous? Il dit, t'as raison. Il monte le lendemain, il fait, bon, donne-moi ton papier, je le signe. Et il signe. Alors qu'est-ce qui arrive le surlendemain? En fait, il y a les ouvriers qui débarquent chez lui parce qu'en fait, le seul moyen pour pouvoir construire l'appartement, la prolongation, c'est de passer par chez lui. Et il est là, il a la poussière, le truc, et ça monte, ça monte, ça monte. Et là, elle lui dit, chérie, ne sois pas jaloux. Et à un moment, il est là comme ça, et il sort de chez lui, et là, paf, il y a un seau avec du ciment qui se renverse sur lui. Il dit, j'en peux plus. Et sa femme lui dit, chérie, ne sois pas jaloux. Et finalement, il s'habitue à ces quelques semaines de travaux, il reprend le sourire, il est même sympa avec les ouvriers, etc. Et donc quelques semaines après, on lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer votre fille, etc. Ah, ok, super. Le chidour se fait, et finalement, donc, fiançailles. Et là, il rencontre, donc les familles se rencontrent, et sur qui il tombe? Ben, en fait, le père, c'était le chef de chantier. Il a dit, c'était tellement incroyable, la façon dont vous avez réagi pendant toutes les semaines où on était là, et qu'en fait, on faisait des travaux chez vous pour pouvoir agrandir ce de votre voisin. Et je vous ai vu, vous étiez calme, vous aviez le sourire, vous aviez la pêche, vous étiez bienveillant. J'ai dit, moi, je veux absolument que mon fils il épouse quelqu'un de cette famille. Je me suis renseignée sur vous, et Mina Shamaïm, voilà, le mariage, il s'est fait. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand, en fait, on ouvre notre cœur, quand on a cette bienveillance, ce regard positif, cet optimisme, cette tolérance, alors Hachem, il est tolérant aussi avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais terminer sur ça. On a dit au début que cette paracha, Kedoshim, elle parle de sainteté, Kedusha. Oui, mais vous avez remarqué qu'on a parlé que, en fait, de créer des liens d'amour. Ouais. C'est quoi le lien entre la Kedusha et l'amour? Vous voulez que je vous dise? C'est synonyme. L'amour, c'est ça. Aussi. Écoutez bien, il nous dit comme ça. Rashi nous dit, c'est quoi Kedoshim? Quand est-ce qu'on entend Kedoshim? Quand le fiancé, il met la bague à sa fiancée sous la roupa, le khatan à la kala, et il lui dit quoi? Il dit, Are at mekudeshet li betabazo kedat Moshe beIsraël. Tu m'es en fait consacré. Tu m'es sanctifié. En fait, il nous dit quoi? Il dit, à partir de ce moment, il y a toi et il y a le reste de la planète. D'accord? Ça, c'est la Gdusha. La Gdusha, c'est quoi? En fait, c'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est de porter un regard sur l'autre, de dire, il y a toi et il y a le reste du monde. Voyons ce que tu as de spécial à m'apporter. Vous avez compris? Donc ça, si vous voulez, c'est la Gdusha, en fait, c'est justement de créer un regard d'exclusivité sur tout un chacun. Et ce regard-là, cet amour qu'on va développer à travers ce regard, eh bien, ça va être, Bezrat Hashem, le réceptacle de la Gdusha sur Terre. D'accord? Alors voilà, vraiment, je vous invite la prochaine fois, dans toutes vos relations, enfin, une fois par jour, vraiment, de vous poser la question, face à une personne que vous allez rencontrer, comment je peux l'aider et comment je peux l'admirer. Et vous allez voir que vous allez en ressortir, Bezrat Hashem, fortement enrichi. Voilà. Merci. Alors, mais ça des questions?